Bonjour, aujourd'hui à Y voir clair autour du monde, notre regard se tourne vers le Cameroun, un pays d'Afrique centrale, souvent surnommé l'Afrique en miniature. Alors ce surnom lui vient de son incroyable diversité. On y retrouve plus de 200 langues, près de 250 groupes ethniques, des forêts tropicales, des savanes, des montagnes et même des plages bordées par l'océan Atlantique. Dans cet épisode, on va découvrir ce que signifie vivre avec une déficience visuelle au Cameroun. Quels sont les services offerts, comment se déplacer, étudier ou travailler lorsqu'on perd la vue et surtout comment se reconstruit-on lorsque l'accès aux soins et aux services varie énormément d'une région à l'autre. Notre invité, qui est Lionel Kamadeu Tchanchiou, a vécu la plus grande partie de sa vie au Cameroun avant de s'établir au Québec il y a 4 ans. Professeur de philosophie dans un cégep de la ville de Montréal, il est devenu aveugle à l'âge de 17 ans à la suite des effets secondaires d'un médicament. Dans quelques instants, Lionel va nous raconter son parcours pour nous aider à mieux comprendre la réalité des personnes qui vivent avec une déficience visuelle dans son pays d'origine. Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et les réalités liées à la déficience visuelle me passionnent et à mes côtés, comme toujours, Bianca Lucier-Dalpé, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle et elle-même atteinte d'une déficience visuelle. Bienvenue à Y voir clair autour du monde. Birds on the train. Salut Bianca, comment vas-tu? Ça va très bien. Journée de canicule aujourd'hui à Montréal. Oh là là! Je pense qu'il faut s'habituer, hein? Oui. C'est pas le Cameroun. Ouais. Avant de retrouver Lionel, j'aimerais qu'on dresse un peu un portrait de la situation par rapport au Cameroun. Ouais. Est-ce que tu sais, Bianca, à peu près combien de personnes vivent avec une déficience visuelle au Cameroun? Selon les données récentes du ministère de la Santé, on sait que près de 200 000 Camerounais vivent avec des limitations visuelles. Ce qui frappe surtout, c'est qu'une partie importante de ces pertes de vision-là aurait pu être évitée grâce à un diagnostic ou à des traitements plus rapides. Il y a une enquête menée dans les régions du Nord et de l'Ouest du Cameroun qui a révélé qu'environ 1 personne sur 5, âgée de plus de 50 ans, présentait des cataractes avancées. C'est énorme, Bianca. C'est énorme, okay. Parce qu'ici, les cataractes, c'est opéré, tu sais. Pourtant, plusieurs de ces personnes ne seront là-bas jamais opérées, puis pour ça, il peut y avoir différentes raisons, que ce soit l'accès limité à des soins spécialisés, le manque de sensibilisation dans la population, etc. là. OK. Écoute, quand on lit ces chiffres, on comprend rapidement pourquoi j'ai si hâte de poser tant de questions à Lionel. Alors, lui qui a une cécité complète, comment faisait-il pour consulter? Est-ce qu'il est en région? Est-ce qu'il était plus en ville? Quel service était disponible pour lui? Comment il a réussi à poursuivre ses études? Bref, Lionel, bonjour! Bonjour Nathalie. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureuses, Bianca et moi, de vous recevoir. Avant de parler de votre déficience visuelle, j'aimerais qu'on découvre d'abord le Cameroun un peu à travers votre parcours. Présentez-nous le Cameroun à travers vos yeux. Comment vous pourriez décrire votre pays à quelqu'un qui n'est jamais allé? Je pourrais décrire mon pays, le Cameroun, en disant que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc, tout ce qui se trouve en Afrique se trouve au Cameroun. Donc, ça, c'est la première chose. Okay. Et je peux aussi dire que le Cameroun, c'est un très beau pays. De par sa richesse sur le plan naturel, même pas humain. Sur le plan humain, donc, c'est un pays vraiment qui est très, très riche. Qui, en son sein, regorge beaucoup de bonnes choses. Ouais. Donc, je peux vraiment inviter les gens de venir découvrir ça et voir ça de près. Y voir clair. Oh, ouais. Vous avez grandi dans quelle ville? Puis à quoi ressemblait votre quartier? Moi, j'ai grandi à Douala, capitale économique. Ouais. C'est un quartier tranquille, hein, c'est un quartier, on peut dire,
un quartier qui fait son bonhomme de chemin, qui, voilà, c'est un quartier qui se développe, s'est beaucoup développé aussi avec le temps. Mhm. Donc, quand je quittais le Cameroun, il y a beaucoup de constructions, beaucoup d'édifices, Donc, il manquait plus de rien dans ce quartier, dans cette zone en tout cas. Il y avait tous les services qu'on veut. Mhm. Oui, et donc c'est ça. Et Donc, en gros, c'est où j'ai grandi. Ce serait quoi vos plus beaux souvenirs d'enfance dans ce quartier-là? Mes plus beaux souvenirs, c'était à l'époque, je jouais au ballon, je partais un peu, je jouais avec les potes là, on partait un peu, je jouais les 2-0 comme on appelle, et je jouais aussi les billes, etc. Donc il y a beaucoup de bonnes choses, hein, comme les jeunes de notre âge. À cette période-là, ils m'aiment beaucoup faire, et c'était ça en fait. Donc, ça me rappelle beaucoup de bonnes choses, mais je peux résumer ça de cette façon. Donc, et aussi même la qualité aussi des relations avec les voisins et d'autres personnes. Donc, c'était très bien. Ouais, pour être déjà allé en Afrique aussi, pour ma part, j'ai remarqué à quel point les gens étaient tissés serrés, là. La famille, beaucoup de respect pour les personnes âgées. Le sens de la communauté. Le sens de la communauté. Oui, c'est dans notre ADN, hein, c'est comme ça. Donc l'Afrique, de manière générale, est comme ça. Donc, nous accueillons toujours à bras ouverts tout le monde. Et comment ça se passait? Avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Puis comment ça se passait, par exemple, une journée typique d'école au Cameroun? Bon, une journée typique d'école, tu te lèves on peut dire, à 6 heures, tu t'apprêtes. Bon, les cours vont commencer à 7 heures, voire 7h30. Oh. Tu arrives au lycée, tu dois être prêt. Parce que si tu n'arrives pas à l'heure, tu vas être bloqué. En tout cas, tu ne vas pas accéder à l'établissement, juste parce que tu es venu en retard. Donc, tu dois faire tout oui, tu dois tout faire pour être à l'heure, être très ponctuel, c'est ça. Mais sinon, c'était ça. Après, tu fais le cours. Tu vas rentrer aux encablures de 16h, oui, 15h30, des fois 16h. Le mercredi, c'était à 13h, donc 13h l'après-midi. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'était une journée chargée en gros. Ouais, quand tu rentres, c'est chargé. Donc, tu es vraiment épuisé et tu as aussi beaucoup appris. Et voilà, tu es vraiment aussi riche, hein, de connaissances, de ce que l'enseignante a transmis l'enseignant. Donc, c'est ça. Donc, c'était aussi très plaisant parce que quand tu as tes amis, tes camarades, les classes, voilà, il y a les pauses où vous échangez, vous papotez en toute bonne humeur et voilà, c'était très bien, très belle ambiance. Lionel, Bianca l'a dit en début d'émission, vous êtes devenu professeur, mais est-ce que jeune déjà, c'était votre rêve de devenir enseignant? Oui, j'ai toujours aimé l'enseignement. Donc, je suis le fils d'une enseignante, en passant. Donc, j'ai toujours aimé l'enseignement et voilà. Donc, pour moi, transmettre, c'est quelque chose d'important et aussi apprendre parce qu'un enseignant, c'est toujours quelqu'un qui apprend. Parce qu'on dit qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Donc, il faut toujours se cultiver, chercher. Et oui, on renouvelle toujours. On ne doit jamais être là dans une zone de confort. On dit que bon, on connaît tout, on ne connaît pas. On apprend toujours. Et personne n'a le monopole du savoir. Donc, c'est ça. Donc, dans cette posture, vraiment, pour moi, c'est important parce qu'aussi, il y a certains enseignants qui m'ont marqué. Et comme je vous ai dit, l'enseignement, c'est comme un partage. C'est vraiment un partage. En dehors que ce soit un partage intellectuel, c'est aussi un partage de choses, hein, même de choses, des choses essentielles même de la vie. Donc, on peut conseiller, on peut aussi motiver. Et on peut apporter vraiment beaucoup de bonnes choses à ceux à nos interlocuteurs. Donc, c'est vraiment ça. Il y a plus que la matière, c'est sûr. Jusqu'ici, Lionel, vous nous parlez d'une enfance qui était heureuse avec vos amis, votre famille, les études, puis tout ça. À 17 ans, votre vie a pris une direction que vous n'aviez pas prévue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à 17 ans? Oui, à 17 ans, sans demander mon avis, hein, la vie a décidé autrement. Hein. Donc, à 17 ans, c'est l'âge-là
c'est vraiment un âge qui est vraiment décisif dans ma vie parce que c'est l'âge où j'ai eu ce problème visuel. J'étais en classe de première scientifique, première D. C'était l'avant-dernière classe du secondaire au Cameroun. On a à Donc, peu avant la près classe 17 ans. C'est l'équivalent du cégep, à peu près ici, j'imagine. Là. Comme le lycée. On peut dire oui. Même si le cégep peut inclure peut-être une ou 2 années aussi d'université en fonction des filières, des programmes qu'on fait aussi. Mais en gros, c'est le même système. Donc, c'est pour dire que c'était cet âge-là dont je faisais une première D. C'est une spécialisation dans les sciences de la vie et de la terre, biologie, etc. Donc, j'ai fait cette filière. Alors, les choses ont basculé d'une façon juste parce que, voilà, peut-être c'était sur ça le sort des choses. Mais sinon, je peux dire que c'était une période qui était très difficile. Parce que justement, j'avais encore, comme tout jeune, j'avais beaucoup de bons rêves et tout, parce que moi aussi, à un moment, je voulais jouer au football. Je voulais jouer au football aussi, ça ne m'empêchait pas de si aimer l'enseignement, mais à un moment, je voulais vraiment jouer au football, parce que je savais que le football, c'est pour une durée déterminée. À 50 ans, on ne joue plus au football, donc je savais que mes rêves... Il fallait un plan B. Mais j'étais vraiment à fond dans le football, tout ça. En même temps, je fréquentais aussi, sans problème. Et tout ceci avait aussi l'autorisation de mes parents parce que je m'entêtais pas, donc je fréquentais aussi. J'étais un élève aussi qui respectait bien les choses. Et voilà. Donc, mais sinon, concernant cet âge de 17 ans, cet âge-là, c'est septembre 2011, donc le premier trimestre, c'est où voilà, le destin a décidé autrement. Que s'est-il passé? Parce que vous avez parlé d'une prise de médication. C'est ça qui a amené à votre cécité. Exactement. Donc, je reviens un peu à la genèse, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Comme je joue au football, à un moment, j'ai constaté que je n'emmagasinais plus beaucoup je sais pas, je vais dire quoi. Donc, je ne pouvais plus vraiment stocker un grand stock d'air dans mes poumons. Donc, mon cardio ne tenait plus vraiment. Okay. Donc, à un moment, je me suis rendu compte que ça a un peu lâché parce que je ne pouvais plus jouer 90 minutes. Et c'est même mon entraîneur qui a attiré mon attention et même certains de mes amis. Et moi-même aussi, je constatais que ça n'allait plus parce qu'avant souvent de jouer, souvent des séances d'entraînement, on faisait peut-être les 5 ou 10 tours, 15 tours du stade. Mais à 3 tours, 2 tours, c'est trop. C'était trop difficile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, je savais qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que j'étais parti à l'hôpital avec mes parents. Donc, on s'est rendu compte que au niveau pulmonaire, il y a un problème. Mais quoi exactement, on n'a pas su dire parce que on a soupçonné que c'est peut-être une tuberculose et tout. Et pourtant, dans les faits même, je manifestais pas quelque chose qui est lié à la tuberculose. Okay. Donc, moi, parce que oui, je ne toussais pas, c'était normal. Mais en fait, c'est vrai, au niveau du poumon, il y avait une sorte c'est-à-dire, il y avait un problème, oui, on peut dire comme ça, un problème. Mais ce problème-là, c'était un problème dû à... On ne m'a pas tout expliqué jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y avait un spécialiste de la santé qui était venu voir un peu chez nous, les environs et tout. Déjà, nous, on vit dans une barrière. Et à l'intérieur de la maison, il n'y a pas la poussière pour dire que peut-être j'ai respiré ça quelque part et tout et tout. Oui, c'est ça. Donc, lui alors, il était vraiment très, très sidéré. Il était circonspect du fait que ce problème-là, on ne sait pas vraiment d'où ça peut venir. Parce que quand je joue au ballon, ça ne peut pas venir de là, parce que je joue au ballon normalement, il n'y a pas de problème. Donc, voilà où ça a commencé. Alors, on m'a prescrit un médicament. Bon, ce médicament, c'est un traitement qui devait durer 6 mois. Et c'est ce médicament que j'ai pris parce que c'est réservé pour les personnes qui souffrent d'une tuberculose. Okay. Donc les tuberculoses devaient prendre ça, en gros,
Mais comme je vous ai dit, donc, dès la base, le diagnostic était un peu biaisé. Donc, ça fait que j'ai pris ce médicament. Alors, j'ai pris avec beaucoup d'amour parce que je me disais que il faut que je retourne au stade, hein, parce que là, là je ne peux plus vraiment supporter. Là, hein, je ne peux plus seulement regarder mes camarades tout le temps, mais moi, je veux jouer au ballon. Puisque j'étais un titulaire, donc je ne me voyais plus au bas de touche et surtout, une durée vraiment indéterminée. Donc, à un moment, je voulais vraiment revenir parce que j'étais très content de jouer au ballon. Donc, ça fait que j'ai pris ce médicament. J'ai pris ce médicament et voilà alors ce médicament qui a causé ce problème visuel. Okay. Mais est-ce que les médecins vous avaient expliqué que le médicament pouvait provoquer une atteinte du nerf optique? Est-ce que c'était su ou pas du tout? Merci beaucoup, Nathalie. C'est que le vrai problème qui s'est passé, en fait, c'est que le médicament, même quand on te donne les plaquettes, il n'y a pas de notice. OK. Donc, on sort ça dans une boîte qui n'a aucune indication, rien. On vous donne parce qu'on vous dit que, bon, c'est un peu dans la confidence. Hein? On n'a pas besoin de trop vous afficher que vous êtes peut-être personne peut-être qui souffre d'une quelconque tuberculose ou pas. Donc, ça fait que quand on vous donne ça, si vous gardez ça quelque part dans vos affaires à la maison, quelqu'un va voir, mais personne ne va savoir ce que c'est en réalité. Donc, on n'a rien indiqué. Donc, ça veut dire que dès la base, nous, on ne pouvait pas connaître, puisque là, on ne nous a pas dit qu'il y a telle chose, on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit. Donc, on a pris, comme je vous ai dit, j'ai bu ça, et après, ce qui est arrivé. Ça a été quoi, Lionel, les premiers signes qui se passaient avec la vision, qu'il y avait un problème avec la vision en lien avec le médicament? Comment ça s'est manifesté? OK. Concernant les premiers signes, ce qui s'est passé, c'est que la vision a baissé. Donc, à partir de septembre, là, ça a un peu baissé. J'allais toujours à l'école, mais je voyais bien, mais ça a un peu baissé quand même d'un côté. C'est le côté gauche. Un œil, OK. Ça a baissé. Oui, un œil. Donc, ça baissait légèrement. Un jour, je me lève et dis à maman, mais maman, c'est un peu flou là. Elle me dit que bon, peut-être tu as dormi sur cet œil, bon, ça va aller. Mais je pars à l'école, je rentre, mais c'est la même chose. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je suis parti directement à l'hôpital avec mon père, voir un ophtalmo. Mais quand on est arrivé, ça allait de mal en pire, parce qu'avant même d'aller le lendemain, là, ça s'est accéléré au cours de la nuit. Donc, c'est comme ça baissait sans demander mon autorisation. C'était un rythme vraiment très, très effréné. Donc, c'est comme ça qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe, c'est que avec mon père, on a pris la décision de partir à l'hôpital. Donc, j'étais très content parce que moi, je me disais que qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, j'avais aussi les douleurs. C'est-à-dire, au niveau du côté gauche là, j'avais les douleurs. Ça veut dire quand je tournais l'œil comme ça, j'ai mal, comme si on m'a donné un coup de poing la nuit, je sais pas, ça faisait mal. Et c'est la première fois, puisque je n'ai jamais eu un problème visuel. C'était comme ça s'est passé. On est arrivé à l'hôpital, c'était très difficile, parce que pour moi, pour tourner l'œil gauche, c'était difficile. Maintenant, on est allé à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés là, je crois que c'était Bingo, le nom de l'hôpital, on est arrivé. On a fait la consultation et tout, et on a constaté que il y a un problème. Mais on ne savait pas encore à quel niveau le problème se situe. Donc, on m'a donné je crois qu'on appelait ça des bolus et tout. Donc, on m'a fait prendre ça, on m'a injecté. C'est ça qui est parti calmer la douleur, parce que j'avais tellement mal à l'œil gauche. Et c'était déjà, en fait, l'inflammation du nerf optique, en fait, qui était en train de se présenter. OK. Et combien de temps s'est écoulé, Lionel, entre le premier symptôme et la cécité complète? Premier symptôme, c'était, on peut dire septembre, comme je vous ai dit, oui. Ouais. Et la cécité même, ça commence, c'est début février, donc je peux dire le 2 février. OK. 2 février. À peu près 4 mois, ouais. OK. Oh, oui, 4 mois. Donc, entre-temps, je voyais, bon, la vision était, je voyais d'un côté, au côté droit, je voyais très bien. Mais à un moment, le côté droit aussi, la vision s'est vraiment abaissée. Oui, ça s'est vraiment affaissé là comme ça. Mais après, c'est revenu. Après, donc, ça dandinait, ça revient, je vois bien. Après un moment, ça baisse encore et tout. Mais après, ça m'a dit au revoir. Ouais, c'était ça.
Mon Dieu. Et pendant cette période-là, qui a quand même été assez courte, ça a été rapide. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, Lionel? Est-ce que c'était la peur, l'incertitude, l'attente ou le fait de voir sa vision diminuer jour après jour? C'était quoi vos inquiétudes à ce moment-là? Oui, l'inquiétude, c'était le fait que tu ne comprends pas d'abord ce qui se passe. Parce que moi, je suis quelqu'un que je veux comprendre la cause, l'origine des choses. Pourquoi c'est arrivé. Mais personne ne nous a dit, parce que même quand j'étais parti à l'hôpital, on n'a même pas fait un lien avec ça. On n'a pas fait un lien, et pourtant c'était ça aussi l'erreur. Parce qu'en fait, lorsque j'ai ce problème, on devait normalement me dire à l'hôpital d'arrêter à l'immédiat. De prendre ces médicaments. On devait même plus me donner, mais ce n'était pas le cas. OK. C'était pas le cas. Donc, ça fait que moi, j'étais un peu perplexe, parce que perplexe, le problème, ce n'est pas vraiment la situation qui me rendait perplexe, mais c'était le fait que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants et qu'on ne m'explique pas clairement l'affaire. C'est ça le problème. Est-ce que les médecins... Donc, à un moment, il n'y a pas de réponse. OK, mais c'est ça, les médecins n'avaient pas de réponse à vous donner, Lionel? Vous étiez... Oui, oui. Excusez. Donc, les médecins n'avaient pas de réponse à vous donner ou on ne savait pas trop exactement ce que vous aviez, si vous alliez perdre la vie. Oui, exactement. Okay, ça. Nathalie, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un lien avec les médicaments. Avec les médicaments. OK. Et c'était ça l'erreur, en fait. Oui, parce qu'en fait, lorsque tu as un problème et que tu bois, par exemple, un médicament, la première chose qui est le réflexe, concernant le réflexe ici médical, c'est qu'on arrête d'abord de consommer. Continuer à le prendre. Même si c'est que on m'avait dit que je ne dois jamais sauter, c'était aussi ça. On m'avait dit que je ne dois jamais sauter un jour sans boire ce médicament. Sinon, le traitement ne va pas être vraiment très, très efficace, moi, un peu. Donc, c'était tout ce mélange-là, et voilà. Ah oui. Incroyable. Fait que là, on est parti voir le médecin avec mon père. En tout cas, le professeur de la santé, là. Oui, c'était ça. Donc, on n'a même pas fait le lien. Et pourtant, ma vue faisait que se détériorer. Et surtout, j'avais les douleurs là avant de partir voir l'ophtalmo où j'ai pris ce bolus-là qui m'a vraiment calmé. Et ça fait que, voilà, je me sentais maintenant mieux. Mais je voyais d'un côté quand même. Je voyais bien d'un côté. Quand vous vous êtes retrouvés avec les deux yeux affectés vers janvier, février, là, j'imagine que vous saviez que c'était plus permanent à ce moment-là. Vous avez décidé de poursuivre vos études. Il y a un moment où vous avez commencé à vous adapter à cette nouvelle réalité-là, je présume? Comment ça s'est passé? Oui, exactement. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé, en fait, c'est que, excusez-moi un peu de revenir en arrière pour clôturer une fois ça, c'est que, en fait, c'est un jour mon grand frère qui est rentré. Lui, il faisait des études de médecine. Et il m'a demandé d'arrêter ce médicament. Parce que dans ses recherches, il s'est rendu compte que s'il y a un problème, ça veut dire que ce que je bois, c'est ça qui doit être peut-être la cause de ce problème. Donc, c'est votre frère qui l'a trouvé. C'est mon grand frère, oui. Wow. Les médecins. Étudiant en médecine. Ça. Okay. Il était étudiant à l'époque, oui, il était étudiant en médecine. Il m'a demandé d'arrêter. Et parce que lui-même il était perplexe. On allait à l'hôpital ensemble aussi, à l'hôpital, voir l'ophtalmo aussi, mon père et lui aussi. Donc lui, il m'a demandé d'arrêter. Et c'est après que on est parti maintenant dans un centre national là, qui s'occupe de personnes qui ont des problèmes au niveau des problèmes pulmonaires là, et tout. C'est où on me dit que en fait, c'est ce médicament-là qui a sûrement causé ça. Et que oui, c'est où on me dit que je devais arrêter ça depuis. Et à l'hôpital, c'est ça alors qui a causé ce qu'on appelle la névrite optique. L'inflammation du nerf. C'est l'inflammation du nerf optique. Ça veut dire que le jour que j'avais des douleurs au niveau du côté gauche, le nerf était en pleine inflammation. Et ça fait que l'inflammation du nerf optique là, justement, ça fait que ça s'est dirigé aussi de l'autre, du côté droit. Et c'est comme ça qu'après, avec toute cette dose de médicaments là que je prenais, cet effet secondaire là a eu vraiment un impact très fort, puissant. C'est pour ça que justement les choses ne sont pas résolues à ce moment-là et voilà, je me suis retrouvé dans cette situation. OK.
Fait que c'est là que vous avez dit, bon, OK, là, j'ai une perte de vision. On ne pense pas que ça va pouvoir revenir. J'avais compris ce qui a causé. Comme je vous ai dit, ce qui me rendait un peu perplexe, c'est que je sache ce qui a fait problème. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais après, lorsque ça a été vraiment confirmé, alors je me suis dit OK, c'est bien un fait. Et comme c'est un fait, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ouais, vous avez comme changé de mode, là. Au lieu de comprendre, vous avez dit, on va s'adapter. C'est un peu ça, je présume? Oui, directement, on a basculé. Hein. C'est que, comme j'avais compris, puisque j'avais compris, on m'a expliqué ce qui a causé. Et on m'a aussi expliqué que le nerf optique, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas encore on ne peut pas encore solutionner ça. Bon, c'est toujours en cours dans les recherches des grands centres d'ophtalmologie et tout, recherches sur la vue partout dans le monde, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est déjà qu'on peut résoudre actuellement. Donc, j'ai compris ça très, très vite et bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait directement switcher. On ne pas vraiment rester là dans le remords et tout ce qui va avec là. Puis quelles ont été les premières choses que vous avez dû apprendre pour retrouver votre autonomie, retrouver vos études? Ça a été quoi les premières choses là, que vous avez réapprises? Première chose, à l'époque, je ne connaissais pas que l'écriture des déficients visuels, on appelait ça le braille. Donc, quand mon père est rentré un jour du travail, il me dit que, bon, Lionel, tu sais, j'ai rencontré un collègue qui travaille à la délégation régionale des services sociaux là. Il m'a dit que pour ce cas-ci, lui, il y a un centre étatique, un public là qui fait dans la réhabilitation, etc., l'orientation et tout. OK, quand il m'a dit ça, j'étais très content. Il m'a dit que non, si tu pars là-bas, tu te formes, alors tu vas reprendre les études, tu vas reprendre l'école, etc., où tu avais laissé. Oh, j'étais très content ce jour. Parce que pour moi, je me disais que, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ma vie va être seulement, je sais pas comment dire, insipide. Non, il faut que je donne un sens à ma vie. Et pour donner un sens à ma vie, il faut que je continue ce que j'avais arrêté. Donc, c'était ça. C'est incroyable. Oh, oui. Mon Dieu. Lionel, on va faire une courte pause. Et au retour, on va poursuivre cette conversation. J'aimerais qu'on parle, en fait, notamment de vos études au Cameroun, la réadaptation. Parler aussi, parce que moi, j'ai été impressionnée quand on s'est parlé la première fois de votre positivisme et parler aussi de l'accessibilité au Cameroun quand on perd la vue, comment ça se passe. Alors, on se retrouve dans quelques secondes. On prend une petite pause et Lionel, on sera avec vous très bientôt. Vous écoutez Ivoire Clair avec Bianca Lucier-Delpé et Nathalie Barrette. Oui, alors on s'entretient avec Lionel Kamadeu Tchenchu qui vient du Cameroun et qui, avant la pause, nous racontait que suite à la perte de vision, il est allé dans un centre au Cameroun pour faire la réadaptation et poursuivre ses études. Est-ce que, Lionel, vous pouvez nous parler un petit peu de ce centre-là? Comment ça se passait? C'était quoi le quotidien au centre? Et comment le centre s'appelait d'ailleurs? Oui, déjà, le nom du centre, c'est Rehabilitation Institute for the Blind. OK. Puis comment ça se passait là-bas? C'est un centre intégré de réhabilitation, d'orientation pour les déficients visuels, mal et non-voyants. Vous étiez là, vous viviez là à temps plein, Lionel, ou c'était des allers-retours de chez vous au centre? J'ai vu à temps plein. C'était comme on était les pensionnaires, donc c'était une forme d'internat en gros. Ouais. Puis, comment ça se passait, le quotidien? Les gens qui étaient là, est-ce que c'était des gens seulement du Cameroun ou de différents pays environnants aussi?
À ma connaissance, quand j'y étais, c'était plus les Camerounais, Les Camerounais, OK. déficients visuels. Ouais. OK. Et est-ce que c'était surtout des jeunes ou il y avait aussi des adultes, des personnes âgées, comme dans la réadaptation qu'on a au Québec, ou c'était plus comme une école? Oui, c'est une école dont on trouvait les jeunes, on trouvait les personnes âgées, OK. donc il y en avait toujours, ouais. Tous les âges. Et qu'est-ce qu'on vous apprenait là-bas? Là-bas, on apprenait, il y a la formation, c'est-à-dire scolaire, donc vous fréquentez, ça c'était le primaire qui était intégré pour les jeunes déficients visuels, donc qui sont encore primaires, donc c'était une école publique OK. pour eux, donc mais c'est à l'intérieur. Maintenant, pour ceux, par exemple, qui venaient comme nous, les nouveaux là, on apprenait le braille. OK. Donc on apprenait ça là-bas. Donc on apprenait tous les fondamentaux du braille et tout. On apprenait aussi les dactylo-braille, Perkins, etc. Avec le Perkins, OK. Et il y avait aussi la formation professionnelle. Ça, c'était pour certains, peut-être adultes, qui voulaient directement apprendre un métier. C'était quel métier qu'on enseignait à la formation professionnelle? Il y avait le tissage, il est capable de fabriquer des tables, des tabourets, fabriquer beaucoup de choses, des chaises, des chapeaux, beaucoup de choses, tisser des choses, des sacs, etc. Donc, c'est des personnes très, très douées. Oui, c'est ça. Mais vous, Lionel, l'idée d'être enseignant était toujours là. Donc, vous avez appris le braille, mais est-ce que c'est indispensable pour poursuivre vos études, le braille, au Cameroun? Oui, puisque le braille est l'écriture par excellence des déficients visuels. Ça vient de Louis Braille. Louis Braille, un Français déficient visuel après aussi. Donc, donc moi, comme je savais que je dois passer par là pour reprendre les études, alors c'est un chemin qui est obligatoire. Puis, petite question peut-être un peu technique, mais est-ce que l'école avait des embosseuses braille avec des manuels papier en braille ou c'était du braille informatique? C'est ça, c'est du braille papier? Il y avait tout. Il y avait papier, il y avait la bibliothèque, il y avait les livres, il y avait tout. Oui, c'était un grand centre, très grand centre. Très grand. Combien d'élèves étaient là? Est-ce que vous savez? En termes de nombre, il n'y avait pas beaucoup. Donc, je peux dire qu'on était peut-être, une vingtaine, peut-être à peine 30, je crois bien. OK. Ou bien une trentaine, mais on n'était pas beaucoup. Mais sinon, l'espace était très grand avec les infrastructures et tout. C'était payé les par équipements et tout. le gouvernement? C'était subventionné. Oui, une grande partie était subventionnée. Donc, même l'inscription, c'était seulement l'inscription qu'on paye et c'était pas grand-chose seulement. Okay. Mais sinon, c'était tout subventionné par le gouvernement. Oui. Il y avait des gens de différentes classes sociales, j'imagine, dans ce cas-là. Oui. Il y en a de différentes classes sociales et c'est ça en fait. OK. Ouais. On parle d'il y a combien de temps? Parce qu'à l'époque, Lionel, est-ce que le cellulaire était utilisé? Parce qu'il y a le fameux iPhone avec VoiceOver, les ordinateurs, les lecteurs d'écran. Est-ce que vous utilisiez déjà tout ça? Directement, quand j'ai le problème visuel, j'avais encore mon ancien téléphone. Mais c'était pas avec le problème visuel, je ne pouvais plus vraiment manipuler en tant que tel. Donc, je donnais à quelqu'un, à mon frère ou bien à n'importe qui peut voir, m'écrire un message ou bien, etc. Mais sinon, mon père m'avait acheté un téléphone. Bon, c'était pas un téléphone Android, mais c'était un téléphone que tu peux, donc dès qu'on m'appelle, ça me dicte le numéro. Avec une synthèse vocale. Oui, synthèse vocale. Oui, c'est ça. Donc, c'est un téléphone quand même qui m'aidait un peu parce que qu'on m'appelle, je sais que c'est telle personne. Ouais. Et c'était ça. Et donc, c'était un peu comme ça que je faisais. Et à l'époque, en gros, il n'y avait pas encore, les Android n'étaient pas encore, en tout cas, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas encore, c'était pas encore vraiment avancé comme aujourd'hui, dans le sens que peut-être des personnes pourraient avoir des Android, mais dans le centre-là, c'était pas encore vraiment la mode. C'était pas encore la mode. C'était en 2011 que vous étiez là, que vous disiez à peu près? C'est ça? 2012, 2013. 2012. Ici, ça a commencé vers 2010, les revues d'écran sur les téléphones à être adoptées. Fait que je peux comprendre. Le 2010, c'est les pionniers. Exactement. Oui. Mais est-ce que... Voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que vous utilisiez des technologies comme, par exemple, avec l'ordinateur, la revue d'écran NVDA ou JAWS, des logiciels qui permettent de lire le texte et de décrire l'environnement informatique? Oui, à l'époque, il y avait déjà JAWS. Oui, il y avait JAWS. JAWS, à l'école, vous appreniez? Celui qui m'a
celui qui m'a formé, par exemple, en braille, lui, il avait Joy dans son ordinateur. OK. C'était un formateur, un enseignant aussi. Un enseignant. Donc, lui, par exemple, il avait déjà ça. Ouais. Donc, moi, j'ai eu ça, mais j'ai eu ça cette année-là, mais j'avais installé ça dans la machine qui était à la maison, oui. le desktop. Donc, pour dire que oui, on pouvait déjà vraiment se frotter à ça et travailler avec beaucoup de bonheur. Donc, donc il y avait déjà, mais sauf que je vous ai dit, c'était pas encore très, voilà. C'était le début, c'était un petit peu. Ouais, c'est encore au début. Ouais, il y a une question qui me creuse beaucoup la tête, c'est parce qu'on a reçu une autre personne qui venait de la Tunisie qui nous expliquait que là-bas, il y a peu de services pour les malvoyants, que c'était seulement pour les personnes en cécité. Au Cameroun, est-ce qu'il y avait des choses, est-ce qu'à votre école, à votre institution, il y avait seulement des personnes en cécité totale ou vous aviez aussi des personnes qui avaient encore un résidu de vision? Oui, c'était pour tout le monde, hein, c'est-à-dire les non-voyants, les semi-voyants, donc tout le monde. OK. Tout le monde. Mais et il y avait tout qui était adapté pour tout le monde. Est-ce que les personnes malvoyantes avaient des gros caractères ou ils faisaient le braille aussi? Ils faisaient le braille parce que c'est une école qu'on voulait former tout le monde en braille. Pourquoi? Parce que le principe, c'était que si demain, peut-être quelqu'un qui a une vision partielle, demain, le cours du destin fait que cette personne perd sa vue. Alors, si cette personne n'a pas appris le braille dans les conditions d'un non-voyant, alors cette personne peut avoir va toujours vouloir peut-être mettre ses yeux, mais sauf que si cette personne n'a plus la vue, ça c'est un peu compliqué. Donc là-bas, la formation, surtout au niveau purement braille là, c'était d'abord, tout le monde était au même pied d'égalité. Okay. Maintenant, après maintenant, il pouvait avoir des façons dont chacun va essayer de trouver des méthodes pour agrandir les choses. Oui, ça, il y avait aussi. Mais sinon, c'était d'abord le braille. Intéressant. Je suis contente de parler avec Lionel parce que j'ai toujours l'impression, ou on a l'impression que parce qu'ils sont plus loin, ils sont au Cameroun, je n'aurais pas imaginé que tous ces éléments ou tous ces outils en technologie puissent être utilisés déjà en 2013. C'est super intéressant. C'est très intéressant. Et Lionel, là, vous avez terminé vos études universitaires là-bas? J'ai eu ma licence, oui. Oui, c'est ça, pour être... l'équivalent du baccalauréat au Québec. Attends, il faut que je précise. Je suis parti à Boya, c'était au sud-ouest, rien que pour faire, c'est-à-dire quoi? L'école que je vous ai dit tantôt, d'intégration là, réhabilitation, c'était juste pour apprendre le braille. Donc, je vous ai dit, c'est de 2012 à 2013. Un passage d'un an, OK, puis après une réintégration dans le milieu public. OK. Oui, parce que c'est où j'ai fait la mobilité. J'ai fait tout ce qu'on peut faire comme déficient visuel. Okay. Ça prend beaucoup de volonté. Avec les techniques de canne blanche un peu similaires à ici? Exactement. C'est exactement similaire, Bianca. Même chose. Intéressant. OK. On peut pas faire autrement que de parler aussi de l'accessibilité et les déplacements au Cameroun parce que l'autonomie passe aussi par la possibilité de se déplacer facilement en toute sécurité. Alors, lorsqu'on a une cécité au Cameroun, est-ce qu'on peut se déplacer seul et est-ce qu'on peut se déplacer en toute sécurité dans les rues, sur les trottoirs? Comment ça se passe? Oui, on peut déjà se déplacer seul. En toute sécurité, je peux dire oui aussi, comme aussi pour une personne qui n'est pas déficiente visuelle. En fait, ça dépend comment vous allez procéder. Ouais. Il y a aussi les feux comme partout. Il y a les policiers qui sont placés dans les grands carrefours, etc. Il y a tout pour vraiment s'orienter. Oui, un peu. Oui, ça dépend d'où vous vous trouvez. Parce que si vous êtes par exemple en ville, oui, vous allez trouver les situations sans problème. Et même dans les quartiers. Donc, ça dépend de comment chacun va placer ses repères. Mais en réalité aussi, c'est que des fois, c'est aussi pénible. Mais pas que pour un déficient visuel. Pour tout le monde. Souvent aussi, des fois, je peux prendre un exemple. Des fois, dans certains carrefours, ça peut être un peu touffu. Oui, il y a beaucoup d'actions, hein? Moi, j'imagine un petit chaos. Là. Il y a par exemple un carrefour, qui est l'un des plus grands carrefours d'Afrique centrale, on appelle ça Ndokoti, Ndokoti, c'est la grand carrefour, ah ouais. 24 heures sur 24, il y a toujours des personnes qui sont en mouvement. Bon, maintenant, il y a des heures où il y a plus de personnes que voilà, c'est ça. Donc, c'est souvent un peu très, très
compliqué pour tout le monde. C'est pas seulement pour un déficient visuel. Ouais. Donc, c'est chacun, mais en gros, c'est accessible. Si Edouard dit en gros, donc un déficient visuel peut prendre sa canne, partir où il veut, faire ce qu'il veut et rentrer sans problème. OK. Est-ce que c'est fréquent de demander de l'aide? Est-ce que c'est, par rapport à ici, par exemple, là, les déplacements, mettons, est-ce que c'est plus simple de se déplacer dans la ville de Montréal ou au Cameroun, par exemple, à Yaoundé ou n'importe où au Cameroun? Oui, si on parle des villes, oui, vous pouvez bien vous déplacer sans problème. OK. Par rapport à la ville de Montréal, moi, je disais oui, c'est la même chose parce que quand je vois, par exemple, dans la réhabilitation, de fois on sortait, c'est vrai, on avait un encadreur qui était avec nous, mais on partait par exemple en ville, on tourne en ville, après on rentre, personne n'arrête personne, rien qu'avec notre canne. Donc pour dire que je connais beaucoup de personnes déficientes visuelles que ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les accompagner, ils font tout, ils partent où ils veulent, ils font tout. Donc il y a cette accessibilité-là. Okay. Oui, maintenant ça dépend maintenant au degré, mais je crois que dans l'ensemble, c'est pareil. Donc, Okay. chacun peut quitter d'un point à l'autre. Ouais. Et si on parle du transport adapté au Cameroun, vous m'avez parlé, Lionel, des taxis-motos. Mm-hmm. J'adore ça. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, taxi-moto. Ah. On appelle ça le bensiking. C'est quelque chose d'unique. Hein. Il faut venir en Afrique, là, au Cameroun. Je crois qu'il y a aussi ça au Togo. Vous venez là, vous allez monter sur un bensiking, vous allez expérimenter la vie autrement. Hein? donc, en réalité, le moto-taxi, c'est quoi? C'est que quelqu'un achète sa moto, comme un taxi, lui, il fait aussi la même chose. Donc, il va prendre les clients là, les laisser d'un point à l'autre, etc. Et mettre tu es en plein air, c'est-à-dire que tu es sur la moto. Bon, c'est vrai, des fois, il y a aussi les parasols qui sont installés sur la moto là. Donc, quand il fait chaud, il pleut, tu ne souffres de rien. L'eau ne va pas te toucher, le soleil ne va pas te toucher. Donc, pour ça, c'est tranquille. Mais les frais là te touchent, le bon air, ça dépend où tu te trouves, mais sinon, c'est respirable. C'est comme si tu es en route, quoi. La voiture passe à côté de toi, voilà, c'est tranquille. Et il y a des cas, donc tu ne vas pas être cogné par une voiture. Fait que c'est vraiment comme prendre un taxi, mais en moto. Est-ce que c'est abordable, ça aussi? Oui. Non, le taxi, est toujours comme partout, c'est bon. Mais l'avantage de la moto, c'est que ça peut faufiler dans les espaces. Ça va donc, plus vite. en cas d'urgence, tu prends la moto, non. Il doit y avoir des petites sensations fortes qui viennent là-dedans. Mais en même temps aussi, une dose un peu de prudence. Tu dis au chauffeur que bon, ne file pas trop, il ne faut pas aller très très vite parce que on ne sait jamais. Il doit quand même rouler de façon aussi très très mesurée aussi et tout. Mais pour dire quoi, c'est qu'avec la moto, l'accessibilité c'est un peu plus, ça peut entrer dans comme je dis, faufiler quelque part où la voiture c'est un peu difficile à cause de son gabarit. Donc, l'avantage de la moto, c'est ça. Ça peut entrer dans les quartiers où la voiture, c'est pas évident. Donc, c'est ça l'avantage, comme vous connaissez si bien la moto aussi, c'est l'avantage. Ouais. C'est ça. Lionel, après avoir construit votre vie, poursuivi vos études au Cameroun, malgré la perte de vision, vous avez pris une décision importante qui est de quitter votre pays pour venir vous établir au Québec. Pour quelle raison le Québec? Bon, première chose, on va se dire, hein, c'est parce que le Québec, d'abord, c'est une province francophone. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, j'étais dans la zone francophone au Cameroun, puisque le Cameroun, et le Québec et le Canada, c'est les deux pays au monde qui sont bilingues anglais-français. Les deux pays. Oui, parce donc, que le nom de l'institut où vous avez appris le braille, c'était un nom en anglais. Ça m'a surpris, vous m'avez dit un nom en anglais. Exactement, c'est la zone anglophone, le sud-ouest, oui, le sud-ouest. Bon, c'est la zone anglophone du Cameroun. OK. Donc, c'est ça. Donc, pour dire qu'en réalité, il y avait déjà ça parce que j'ai grandi au système francophone. Dans toutes mes études, c'était francophone. Donc, ça fait que j'étais à l'aise de revenir quelque part où je suis d'abord à l'aise, très à l'aise aussi avec le français et tout. Mais aussi, bon, le Canada, en gros, je savais que c'est un pays qui me plaît aussi, de par ce que j'avais aussi appris sur le Canada. Mais les particularités, Québec ou Ontario, tout, donc je ne connaissais pas les particularités. Donc, pour moi, c'était un choix d'abord pays en entier, linguistique. Et surtout, puisque j'ai postulé ici, c'est à l'Université de Montréal, c'est une université francophone, donc c'est ça. OK. Est-ce que vous aviez des attentes en arrivant ici? Parce que il y a quand même une bonne différence entre le Cameroun, le Québec. C'était quoi vos attentes par rapport à toute l'aide que le système peut vous apporter ici?
Système québécois, bien Oui. canadien en gros. Moi, la première attente, c'est que moi, je me disais peut-être qu'ici, comme c'est un pays, par exemple, d'Europe, là, notamment la France et l'Allemagne, au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire l'aide sociale, au niveau de tout ça là, des subventions et tout, moi, je me disais peut-être que le Canada est aussi comme c'est aussi un très grand pays, c'est aussi à la hauteur de ce que proposent les autres pays. C'est-à-dire que quand tu viens, par exemple, les études, je prends un exemple simple. En France, par exemple, quand tu fais les études, depuis le secondaire ou le primaire et tout, le fait que tu étudies déjà en situation de handicap, pas forcément visuel, mais en situation de handicap de manière générale, il y a déjà des subventions. Des subventions que tu as. Plus tu évolues dans les études, plus ces subventions sont aussi considérables parce qu'en fait, ça va te permettre vraiment de vivre et te concentrer pleinement dans les études. Oui. Et ça fait que même si tu es une famille qui est défavorisée ou bien même tu n'as pas assez de revenus, tu peux quand même bien t'en sortir. Donc, dans ce cas, par exemple, moi, je me disais, pas moi en tant qu'étudiant international d'abord, mais je me disais que de manière générale, tous les Québécois et Québécois, c'est comme ça se passe. Quand ils sont arrivés ici, je me suis rendu compte que non, c'est pas le même système. C'est vrai, il y a aussi beaucoup d'aide, hein. Il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup d'accompagnement. Mais sur l'accompagnement que je disais par rapport à ces subventions-là, directes, comme je vous ai dit, si vous évoluez, par exemple, vous avez votre baccalauréat, après vous avez votre master, plus vous évoluez, plus aussi l'État vous donne comme des bourses, presque automatique en gros dans ces pays que je vous ai dit. Et ça fait qu'avec ça, que vous ayez un revenu familial ou pas, vous pouvez bien vous en sortir et vous concentrer sur vos études. Je peux peut-être juste préciser, Lionel, pour les auditeurs qui sont moins au courant, dans le fond, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, quand c'est bien reconnu par la loi, souvent, c'est que ça va être des bourses au lieu des prêts. Puis quand on est à la maîtrise, le milieu familial, si les personnes ont un relevé plus élevé, c'est permis quand même. Mais au baccalauréat, en tout cas, je ne penserais pas, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est possible, dans le fond, pour les personnes qui ont une déficience visuelle de faire des études. C'est pas des gros montants, mais ça peut permettre de vivre peut-être en colocation durant les études, là. Oui, bon, c'est ça, en fait, oui. Donc, je t'ai dit que comparativement, par exemple, aux autres pays, on peut dire que ce que déjà l'État canadien et québécois fait, c'est déjà aussi quelque chose de très, très important et à saluer parce que vous savez, c'était un peu ça. Donc, moi, je vais vous parler de ce que moi, je pensais, par exemple, que, par exemple, en France, les déficients visuels que je connais qui sont là-bas, ils m'ont parlé de ça en Allemagne aussi, j'ai les amis qui sont en Allemagne, les Allemandes aussi, qui m'ont dit. Donc, quand je venais au Canada, je me disais que, bon, tous les pays développés, tous les pays un peu avancés, qui ont peut-être compris bien ces situations, c'est le cas. Mais ici, je me suis rendu compte que peut-être dans certains compartiments, le Canada fait mieux. Mais à ce niveau, le point précis que je viens de vous dire, c'est pas comme les autres. Mais déjà, c'est aussi à saluer. Oui. Vous avez dû vous débrouiller, Lionel, hein, davantage que si vous étiez allé en France. Quand vous êtes un étudiant international, en France, par exemple, quand vous êtes en situation de handicap, que vous soyez québécois, résident permanent ou pas, que vous soyez en France, par exemple, que vous soyez français ou international ou je ne sais pas, votre statut d'étranger, comme vous voulez. Quand vous êtes aux études, ça s'applique automatiquement par rapport à l'handicap. Ici, par exemple, je suis arrivé comme étudiant, beaucoup de bourses ne s'appliquaient pas à mon niveau. Pourquoi? Juste les parce frais sont plus élevés. On disait clientèle visée, être canadien ou résident permanent. Donc, j'étais off sur beaucoup de bourses, comme Bianca disait. En fait, avec ce statut d'étudiant international, ce n'était pas le cas. Je n'ai eu aucune bourse dans ce sens. Donc, les bourses que moi j'ai eues, c'est les bourses d'excellence. Bon, ça c'est super. Bravo. Bravo. Lionel, depuis le début de notre conversation, il y a quelque chose qui me frappe vraiment beaucoup, c'est que vous racontez votre parcours, ça n'a pas toujours été simple. Aujourd'hui, vous êtes philosophe de formation, professeur de philosophie, et on sent que cette discipline-là imprègne chacune de vos réflexions. Vous parlez presque jamais de ce que vous avez perdu, mais plutôt de ce que vous avez découvert, de ce que vous avez gagné. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre philosophie de vie. Vous dites que tout le monde... Vous m'avez dit en pré-entrevue que tout le monde a une forme de limitation. Que vous, c'est la vôtre et que vous avez appris à vivre avec. Oui, c'est ça. Mais, et parlez-moi un peu de cette façon de voir les choses. Vous avancez dans la vie, puis peu importe, vous voyez pas cette limitation-là et vous foncez.
Oui. Donc, pour dire ça de manière simple, c'est que, en fait, tout dépend toujours de notre perception, Mhm. de notre conception même des choses. Mais moi, je dis toujours que si quelqu'un, par exemple, va se limiter par rapport à son handicap, ça veut dire que cette personne refuse d'accepter que la vie aussi est faite de cette façon. Ça veut dire que chacun a un handicap, ça dépend maintenant. Certains, ça va être visible, certains, ça ne va pas être visible. Ouais. Tout dépend d'abord de la perception de chacun. Est-ce que cet handicap, si toi, tu acceptes que ça te limite, si ça te limite, alors ça va vraiment te limiter. Ouais. Si tu expliques aussi que tu es une personne entière, c'est-à-dire un être humain entier, c'est-à-dire quand tu es une personne entière, tu dois te dire que, OK, j'ai toutes mes chances comme tout le monde. Je dois aussi travailler dur comme tout le monde. Je ne dois pas me dire que, OK, ce qui va toujours me déstabiliser, c'est l'handicap. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que tu es d'abord un être, on dit être humain. Tu as un être. Ton être ne doit pas être limité par tes appréhensions, par tes préjugés et par toi-même aussi ta perception de la vie là-bas. C'est Tu dois te intéressant. dire que ce qui importe le plus, c'est comment moi je peux essayer de trouver les réponses. Vous savez, moi je dis souvent que le problème, ce n'est pas le problème, le problème en soi n'est pas le problème. Mais le vrai problème, c'est de résoudre le problème. Ça veut dire quoi? C'est tellement bien dit, ça. Lorsqu'on a un problème, il faut chercher à trouver la solution. Parce que le problème en soi, c'est la difficulté. Mais la difficulté, là, n'est pas un problème. C'est de trouver comment résoudre le problème. Exactement. Ouais, le vrai je tiens ça, problème, c'est comme bien. une équation mathématique, c'est de trouver les solutions, les inconnus. Comment alors trouver ces inconnus? C'est de t'asseoir, essayer de planifier, essayer de réfléchir, essayer d'aller en profondeur des choses et se dire que tôt ou tard, tu dois solutionner ça. Puis, Et c'est vous êtes la seule personne qui est la personne détentrice de cette clé. Fait que ce que vous dites, Lionel, c'est que les plus grandes barrières sont souvent celles qu'on s'impose nous-mêmes. Oui, souvent, consciemment ou inconsciemment, oui, c'est ça. Ça a un gros impact. Beaucoup ne se rendent même pas compte. Puis avoir une Et ça déficience... ça rend... Oui. Oui, puis avoir une déficience visuelle, c'est vrai que c'est beaucoup de la résolution de problèmes à tout moment et de l'apprentissage à tout moment. Puis je trouve ça hyper intéressant, le lien qu'on peut faire entre votre discipline en philosophie, où on résout des problèmes, où on se questionne sur la perception de comment les résoudre, puis aussi sur les apprentissages constants. Moi, je fais vraiment le lien entre ce que vous enseignez puis votre façon de vivre. Oui, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Lionel, si vous regardez le chemin parcouru depuis votre arrivée ici au Québec, de quoi vous êtes le plus fier? Quoi, le plus fier? Oui, le plus fier. C'est le fait que, malgré tout, c'est-à-dire que il y a quand même des personnes qui ont peut-être vu un peu ce que signifie vraiment être un être humain d'abord. Et aussi, je suis aussi fier du fait que j'ai rencontré des bonnes personnes formidables. Par exemple, mon directeur de recherche et certains de mes enseignants aussi, que vraiment, c'était des très bonnes personnes et tout. Donc, c'était très bien. Et en gros, je suis fier aussi déjà d'avoir concrétisé quand même ce que je suis venu faire ici. Parce que dans mon parcours, lorsque je venais ici, c'était pour faire ma maîtrise et je l'ai fait justement et ça s'est passé comme j'ai souhaité et par la suite, j'ai continué mon bonhomme de chemin. Donc en gros, c'est une fierté en fait qui est globale pour beaucoup de choses. Oui. Pas vraiment pour une chose particulière, mais c'est pour l'ensemble de votre parcours que j'ai fait. Oui. Et vous enseignez au cégep. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec déficience visuelle. Moi, j'en connais pas d'autres que vous, de personnes en cécité complète qui enseignent dans un cégep. Juste ça, on pourrait en rejaser pendant 1 heure. Mais je suis certaine que vous avez eu de bons défis de résolution de problèmes à trouver là, des trucs pour corriger les examens, pouvoir savoir les questions des étudiants. Et je suis certaine aussi que ça change beaucoup dans la perception de la cécité chez les jeunes étudiants qui vont peut-être avoir moins de préjugés en voyant quelqu'un qui a une déficience visuelle, qui est leur professeur, qui n'est pas juste une personne qui a une déficience visuelle, mais qui est, comme vous le dites, une personne entière qui enseigne. C'est inspirant. Oui, qui est juste, par exemple, dans le cadre de ma profession, qui est juste un enseignant. Ça veut dire que quand tu es placé, justement,
moi, par exemple, j'ai enseigné tout genre de personnes, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur, ceux aussi qui sont natifs d'ici, pour dire que l'enseignement, c'est quelque chose qui se veut universel dans son approche. Maintenant, la personne qui doit incarner ça, c'est aussi une personne qui doit être dans cette vision. Hein? Et ça veut dire que cette vision englobante-là doit justement ici essayer de clarifier ou bien d'attirer l'attention des gens pour dire que moi, je crois, par exemple, à mon niveau, que quand quelqu'un a encore peut-être des préjugés, des stéréotypes, comme je vous disais, non, ce n'est pas la faute de la personne, c'est que la personne n'est pas bien informée. C'est pour ça que peut-être cette personne doit suivre votre capsule, vos émissions. Parce qu'en fait, des fois, c'est l'ignorance qui guide beaucoup de personnes. Ils ne savent pas. Et quand on ne sait pas, on peut avoir beaucoup de préjugés. Et quand on a des préjugés, ça fait qu'on croit, par exemple, que ce qu'on pense c'est vrai, ou bien notre appréhension, notre perception, c'est ça la vérité. Non, c'est très faux. Maintenant, pourquoi maintenant Lionel, que cette affaire... Je dois malheureusement, notre conversation est déjà terminée. Je dois malheureusement vous interrompre. Ça file vous aurait écouté une autre heure. Oui. On se reparlera éventuellement, Lionel. Merci d'avoir partagé votre histoire avec autant de générosité. Merci à Bianca pour ses précieux éclairages tout au long de l'émission. Merci aussi à Mathieu Tessier à la mise en onde. Je suis vraiment désolée, Lionel. On se retrouve très bientôt pour un autre voyage autour du monde à la découverte d'une autre réalité de la déficience visuelle. À la prochaine, Lionel. Merci. Merci, Lionel. Merci, Bianca. Et merci, Mathieu. Et merci, Nathalie. Merci, au revoir.